Mesdames, Messieurs, Monsieur le modérateur, je vais vous parler d'arthrose et de laxité. Donc on se place dans un cadre un petit peu plus récent, c'est-à-dire que le sujet est un peu plus jeune. C'est un sujet assez controversé, il y a plusieurs thérapeutiques qui sont jusque-là limitées. Et jusqu'à il y a peu, le traitement de choix était la prescription d'une orthèse, la rééducation, et puis on disait aux patients, bah, écoutez, vous êtes trop jeune, mais on va attendre l'âge de la prothèse totale de genou. Et depuis 10 ans, il y a différentes possibilités qui s'offrent à nous. La reconstruction du ligament croisé antérieur, même en cas d'arthrose, les ostéotomies, et puis je vais vous parler un petit peu de substituts d'allographie méniscale. Alors l'entorse du genou, ça se fait comme ça. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une entorse du genou? On se fait une rupture du ligament croisé antérieur, comme c'est souvent le cas au sport, mais ça peut être aussi dans la vie quotidienne. Et puis petit à petit arrivent des lésions méniscales. Et puis de temps en temps, le patient subit, c'est exprès que je dis ça, une arthroscopie, où on fait une ménisectomie. Et puis on a un vrai virage qui arrive à ce moment-là. Et petit à petit, les freins périphériques s'usent, les lésions cartilagineuses arrivent et vous obtenez tout simplement une arthrose. Alors, on va déjà regarder un peu cette histoire naturelle de la rupture du ligament croisé antérieur jusqu'à l'arthrose. On va analyser les facteurs qui vont influencer la progression de l'arthrose. Et puis, on va regarder un petit peu l'intérêt des différentes interventions que l'on peut être amené à proposer à ce patient depuis une dizaine d'années. Alors la survenue d'une arthrose après rupture du croisé antérieur, elle est fonction de plusieurs facteurs. D'abord l'apparition de lésions méniscales, certainement la ménisectomie, on va y revenir, les lésions ostéochondrales, les facteurs biologiques, je vais vous en parler même si je suis chirurgien, et puis le morphotype des patients. L'incidence de l'arthrose après rupture du croisé, ça varie dans la littérature, mais 15 à 20 ans après une rupture du ligament croisé antérieur, vous avez 20 à 88% des cas qui sont non opérés, c'est l'histoire naturelle, qui évolue vers cette arthrose plutôt fémorotibiale médiale, mais qui peut survenir aussi dans le compartiment latéral. Quels sont les facteurs qui influencent la survenue de l'arthrose? Certainement la translation tibiale antérieure. C'est ce mouvement que génère en fait la rupture du ligament croisé antérieur et qui est maintenant confié aux freins périphériques que sont essentiellement les ligaments collatéraux médial et ligaments collatéraux latéral et surtout la partie postérieure du compartiment médial et notamment la partie postérieure du ménisque médial qui va souffrir. Et l'association d'une rupture du ligament croisé antérieur avec une lésion méniscale médiale, c'est un facteur d'arthrose important. On a un véritable tournant de la maladie à ce moment-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une lésion méniscale médiale, eh ben, il est un petit peu trop tard pour agir. Alors vous avez toute une littérature sur la ménisectomie médiale et j'ai fait exprès d'aller loin. Fairbank, qu'on connaît bien en chirurgie, qui a décrit les stades de l'arthrose, déjà en 1948, ça a été le premier chirurgien à souligner le rôle de la ménisectomie médiale dans le développement d'une arthrose précoce lorsqu'on avait une rupture du ligament croisé antérieur. À cette époque, je vous rappelle, on savait à peine faire le diagnostic de rupture du ligament croisé antérieur et on n'avait pas d'IRM. Donc cette ménisectomie, vous le savez maintenant, elle a un effet péjoratif sur la transmission des forces et sur la laxité. On a une augmentation en fait, de la laxité dès que vous faites une ménisectomie de la partie postérieure du ménisque médial. Ce ménisque, encore une fois, c'est vraiment un frein principal qui devient un frein principal lors d'une rupture du croisé à la translation tibiale antérieure. Et on a montré, et notamment Niklaus Friedrich en Suisse a montré qu'avec un recul de 15 ans sur un nombre de patients relativement important, le facteur le plus discriminant dans la survenue de l'arthrose, c'est le délai par rapport à la ménisectomie. Donc ça me paraît relativement important. Ces lésions méniscales, on sait que la stabilisation chirurgicale diminue certainement la survenue de l'arthrose, mais de manière moins nette que la préservation méniscale. D'où l'idée que la meilleure prévention de l'arthrose, c'est la préservation méniscale. Et là, Thierry, je m'adresse à des sujets plutôt jeunes, non pas au-delà de 60 ans. Après, vous avez les lésions ostéocartilagineuses initiales. Vous connaissez tous bien ces bone bruises que vous avez ici sur la diapositive en IRM avec cet éclat de la partie postéro-latérale du plateau tibial et puis cet éclat en regard du condyle latéral, ce qui explique au demeurant aussi le traumatisme qu'il se fait au moment de la rupture. Ce bone bruise existe dans 80% des ruptures fraîches du ligament croisé antérieur. Ce sont des impactions, la plupart du temps il y a des fractures chondrales, c'est un peu une véritable bombe à retardement, si j'ose m'exprimer ainsi, qui peut survenir lors d'une rupture, et ça c'est à prendre en compte
pour expliquer aux patients un petit peu que cet œdème n'est pas anodin et qu'il peut donner effectivement à terme des lésions cartilagineuses. Les lésions ligamentaires associées, c'est un troisième facteur d'arthrose. L'association d'une rupture multiligamentaire, notamment lorsque vous avez une rupture du croisé antérieur et du croisé postérieur, ça va certainement augmenter le risque d'arthrose, aussi bien pour les lésions opérées que pour les lésions traitées fonctionnellement. Donc vous voyez que là, la chirurgie a pas grand-chose, ne peut pas apporter grand-chose. Une particularité que j'aime bien, parce que c'est un peu mon dada, l'association d'une rupture du croisé antérieur avec une atteinte du point d'angle postérolatéral. Alors ça favorise beaucoup les contraintes sur le compartiment fémoro-tibial médial, parce que vous avez à ce moment-là, lors du passage du pas, une bascule en varus, et vous avez une augmentation des contraintes sur le compartiment fémoro-tibial médial qui va précipiter en fait l'arthrose. Le morphotype. Alors le morphotype est intéressant parce que vous avez d'abord le morphotype frontal et sagittal. Le morphotype frontal, le morphotype en génuvarum, la plupart de nos sportifs sont en génuvarum. Vous avez déjà au départ un déplacement de l'axe mécanique et une augmentation des contraintes fémoro-tibiales médiales. Si vous avez une rupture du ligament croisé antérieur, c'est certain que vous allez augmenter cette contrainte dans le compartiment fémoro-tibial médial. La ménisectomie médiale, je vous l'ai dit et je le redis, augmente encore les contraintes. Et vous pouvez effectivement comprendre que cette atteinte du point d'angle postéro-externe par cette décoaptation, tout simplement, avec ce varus dynamique, provoque effectivement une augmentation des contraintes. Henri de Jour, en 1994 déjà, considérait que l'absence de lésions ménisco-ligamentaires associées sur un génuvarum constitutionnel jusqu'à 6 degrés n'augmente pas le risque de survenue d'arthrose. Donc il n'est pas logique de traiter des patients qui ont un génuvarum lorsqu'on a une rupture du ligament croisé antérieur. On ne touche pas à l'axe jusqu'à au moins 6 degrés. La translation tibiale antérieure, ça c'est la pente tibiale, c'est le morphotype sagittal cette fois-ci, et il est certain que l'augmentation en fait de cette pente tibiale, ça a été bien montré par les Lyonnais, augmente la translation tibiale antérieure, et ceci, vous voyez ici une pente tibiale relativement importante sur ces clichés, provoque une augmentation de la translation tibiale antérieure, et donc certainement une contrainte importante dans la partie postéromédiale de l'articulation. La chirurgie maintenant, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. La chirurgie ligamentaire du genou peut, dans certains cas, retarder l'évolution arthrosique du fait de la stabilisation. Mais vous avez aussi des gens qui pensent que la chirurgie ligamentaire peut aggraver l'évolution arthrosique du fait du traumatisme articulaire. On ne peut pas répondre à cette question actuellement. Il est certain qu'il faut aller avec prudence. Et les facteurs biologiques, ça je ne vais pas vous décrire ces facteurs biologiques, mais lorsque vous avez une rupture du ligament croisé antérieur, vous avez une sécrétion de cytokine beaucoup plus importante que dans un genou normal, et vous avez une espèce d'activation en fait synoviale qui va provoquer en fait une digestion des lésions cartilagineuses. Alors les principes thérapeutiques dans ce cadre-là, vous pouvez avoir plusieurs choses à votre disposition. Le traitement conservateur, la reconstruction du ligament croisé antérieur, les ostéotomies, j'ai fait exprès de les mettre au pluriel, l'association de plusieurs interventions, greffe du ligament croisé antérieur, ostéotomie tibiale et les greffes méniscales. Voyons le traitement conservateur, vous le connaissez bien parce que tout le monde faisait ça jusqu'à présent, les antalgiques, les anti-inflammatoires, les chondroprotecteurs, les attelles, et les attelles valgisantes sont nouveaux maintenant en France, sont nouvelles en France actuellement. Il faut vous dire qu'aux États-Unis, ça fait déjà 15 ans que les choses sont utilisées, mais ça apparaît maintenant en France. Ça peut aider certains patients qui ne sont pas opérables ou qui ne peuvent pas se faire opérer. La reconstruction isolée du ligament croisé antérieur donne des bons résultats lorsque vous avez une laxité avec une arthrose. Et vous avez tous ces papiers dans la littérature qui rapportent effectivement, avec des reculs relativement longs, des bons résultats sur la fonction. La progression de l'arthrose n'a jamais été évaluée, c'est dommage dans ces articles, mais on peut dire que la moitié des patients reprend une activité sportive, ce qui n'est pas négligeable. L'ostéotomie tibiale de valgisation isolée, ça a été fait, ça a été prôné. Moi, je me souviens encore Jacques Villevoût me disant, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, lorsque vous avez une arthrose, faites-lui une ostéotomie tibiale et vous allez régler deux problèmes, le problème de l'arthrose et le problème de la laxité. Il avait raison, parce qu'il est certain que cette ostéotomie tibiale de valgisation isolée va améliorer en fait les douleurs dues à l'arthrose. La deuxième chose, c'est qu'on voit aussi une amélioration de l'instabilité des patients. La laxité n'est pas touchée, mais l'instabilité est améliorée par ces ostéotomies tibiales de valgisation de manière isolée.
Ensuite, lorsqu'on fait une ostéotomie tibiale, les objectifs, c'est de corriger. Mais on corrige vraiment, c'est-à-dire qu'il faut les mettre à 4 degrés de valgus, entre 4 et 6 degrés de valgus, comme on le ferait pour une arthrose, une gonarthrose classique. Il faut s'attacher à corriger aussi la pente tibiale. Et ma préférence, c'est de faire plutôt des ostéotomies d'ouverture interne que de fermeture externe, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, la précision est meilleure dans l'ouverture interne, et surtout, vous pouvez corriger d'une manière efficace la pente tibiale, ce que vous avez plus de mal à faire avec une fermeture externe. Les ostéotomies tibiales de déflexion, c'est-à-dire de correction de la pente tibiale, sont certainement à prendre en compte dès lors que la pente tibiale dépasse 10 degrés par rapport au côté opposé. Et cette ostéotomie peut être faite dans ce plan-là d'une manière tout à fait simple. Ce n'est pas très compliqué et ça permet de réduire activement la translation tibiale antérieure. La reconstruction combinée du ligament croisé antérieur et d'une ostéotomie, ça c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on fait depuis une dizaine d'années. Le but, c'est de traiter l'instabilité et la douleur. C'est vrai que ça s'adresse souvent à des arthroses débutantes. Le pincement à 100% n'est pas recommandé dans ce cas-là, mais si vous avez un pincement à 50%, ça vaut vraiment le coup. C'est un patient jeune la plupart du temps, avec une demande fonctionnelle élevée, et ça retarde d'une manière efficace l'évolution arthrosique. Alors vous avez tout un tas de papiers dans la littérature qui fait état effectivement de ces reconstructions combinées croisées antérieures et ostéotomie. Et vous avez par exemple De Jour qui a montré qu'au recul de 4 ans sur 50 patients, il y avait 91% de patients satisfaits à l'époque. C'était son papier initial de 1994 et c'est assez remarquable. Et vous avez d'autres papiers qui montrent effectivement une évolution tout à fait satisfaisante sur les symptômes que sont l'instabilité et la douleur. Allogreffe méniscale et reconstruction du ligament croisé antérieur, ça c'est vraiment très nouveau. On fait ça depuis peu d'années. On est parti du fait que la douleur, lorsque vous avez au départ une ménisectomie médiale sur une laxité du genou, venait certainement du déficit aussi du ménisque médial. Vous savez que lorsqu'on fait une ménisectomie subtotale, on a une augmentation des contraintes relativement importantes et une diminution de la surface de portabilité du fémur sur le tibia. Donc on s'est mis à proposer des allogreffes méniscales à la seule condition que le cartilage n'était pas en stade 4, mais stade 1 ou 2 ICRS, c'est vraiment une bonne indication. Et l'allogreffe méniscale est plus à réserver aux ménisectomies subtotales où le mur méniscal n'existe plus. Le substitut méniscal est l'autre façon de gérer le problème lorsqu'il existe encore un mur méniscal. Ça s'adresse aussi aux patients jeunes avec des lésions cartilagineuses ICRS 1 ou 2. Et ces douleurs post-ménisectomie arrivent tout à fait à être jugulées par ce substitut méniscal. Alors comment ça marche? En 2 mots, ce substitut méniscal en Europe, on en a un qui est en polyuréthane. Aux États-Unis, ils ont le CMI qui est en fait un ménisque de veau. Donc c'est un peu difficile en Europe de faire rentrer du veau ou de la vache dans un genou humain. Mais ce polyuréthane marche comme ça. Vous insérez ce ménisque de substitution et à partir du moment où vous avez un mur méniscal présent, vous avez une repousse collagénique qui a été prouvée histologiquement au bout d'1 an. Donc pour conclure, lorsque vous avez une arthrose et un ligament croisé antérieur rompu, vous avez un pincement fémorotibial médial sur les clichés en chousse. Vous avez 2 types de patients, des patients douloureux, des patients instables ou des patients douloureux et instables. Si vous avez une douleur pure avec un génuvarum, c'est simple, vous faites une ostéotomie tibiale et vous réglez le problème de la douleur. S'il est normo-axé, vous vous orientez plus vers un traitement médical. Si vous avez une instabilité avec une douleur, si le patient est en varus, il faut vraiment aller vers les reconstructions combinées que sont l'ostéotomie tibiale et la reconstruction du ligament croisé antérieur. Si par contre le genou est normo-axé, il faut se poser la question de faire une reconstruction du ligament croisé antérieur associée à un greffe méniscal, qu'elle soit allogreffe ou substitut méniscal. Donc en conclusion, ça doit rester une chirurgie à la carte comme toutes les chirurgies du ligament croisé antérieur avec un bilan rigoureux. Il faut vraiment avoir la demande claire du patient pour savoir qu'est-ce qu'il gêne, est-ce que c'est l'instabilité, la douleur, les deux. Il faut vraiment régler ce problème à l'interrogatoire et ensuite vous avez un gros travail effectivement d'évaluation clinique, paraclinique avec les examens. L'IRM et l'arthroscanner font partie des bilans qu'il faut faire certainement à ce type de patient et vous pouvez à ce moment-là répondre à une demande qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à il y a une dizaine d'années. Je vous remercie de votre attention. Merci.